Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour Eco Hebdo, votre rendez-vous de débat autour de l'actualité géoéconomique mondiale avec pour ce soir une analyse du dernier rapport du FMI sur les perspectives de l'économie mondiale et un ralentissement de 0,6% prévu pour 2023 sur fond d'un ensemble de facteurs macroéconomiques pris en compte par l'institution de Bretton Woods dont le calcul établit et à leur tête l'amplification des tensions sur le secteur financier. Et nous en parlons dans Eco Hebdo juste après ça. Alors, comme à l'accoutumée, je serai accompagné par nos deux experts maison ce soir. Abdelrahman Mebtoul, vous êtes expert économique international. Bonsoir, merci d'être avec nous, professeur. Je vous remercie de l'invitation. Nazim Sini, vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille 1. Bonsoir à vous également et merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Merci et bonsoir à vous. Et nous allons sans plus tarder entamer le débat. La première question s'adresse à vous, Nazim Sini, justement. Alors, ralentissement de la croissance mondiale qui passe de 3,4% en 2022 à 2,8% en 2023. Quelle lecture faites-vous à chaud peut-être du chiffre principal avancé par le FMI, c'est-à-dire une croissance de 2,8%, je le rappelle, en 2023? Alors, écoutez, ce rapport tombe à pic puisque aujourd'hui la plupart des analystes s'accordent sur un consensus qui est celui que la croissance mondiale va ralentir en 2023 en deçà des prévisions qui étaient attendues. Et vous savez, d'habitude, les rapports du FMI sont plutôt objectifs, sont plutôt optimistes, et là, ils sont plutôt alarmants. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'aujourd'hui, le monde était pratiquement divisé en deux blocs, entre les pays émergents qui vont enregistrer une croissance qui va être supérieure à 5%, oui. Et puis de l'autre côté, les pays industrialisés, avec à leur tête la zone euro, les pays européens et aussi les États-Unis, qui vont enregistrer des contre-performances économiques. Alors, ce qui est étrange, c'est que on s'attendait pas à ce type de prévision, puisque 2022, qui était censé être une année de transition, je vous le rappelle, avec une guerre russo-ukrainienne qui n'était pas prévue, avec une inflation qui s'est installée durablement, et ce qui fait qu'on était persuadé à l'époque que 2023 serait une meilleure année que 2022. Et quand on voit les chiffres, finalement, l'année 2022, qui était une année de sortie de crise Covid, a enregistré de meilleures performances que ce qui va être attendu en 2023. Et est venu s'ajouter à ces éléments et ces incertitudes sur l'économie mondiale, donc je le rappelle, oui. Une inflation qui s'installe dans la durée et qui a du mal à refluer, mais aussi une hausse des taux directeurs qui a été très violente, oui. Et surtout sur une période très courte. Et ce qui a perturbé et décontenancé la plupart des banques et aussi des acteurs financiers. Et aujourd'hui, le FMI pose ici un jalon et on va dire un pavé dans la mare en se disant quelle va être la perspective pour 2023. Et comme je vous l'ai rappelé, je pense très sincèrement qu'on est en train de vivre une sorte de dualité entre des pays qui vont enregistrer une croissance très forte et des pays industrialisés qui vont stagner. Donc maintenant, ce qu'il faudrait, la solution pour éviter de retomber dans les effets néfastes de la crise des subprimes ou pour éviter une énième crise que le monde ne pourrait supporter ou ne pourrait encaisser, il faudrait qu'il y ait des décisions publiques de concert entre toutes les nations à travers des mécanismes internationaux, d'abord pour rassurer les marchés, stabiliser les marchés financiers, mais aussi de mettre en place des plans de relance qui soient ambitieux et surtout cohérents. Très bien, Nazim Sini, merci. Abdelrahman Mebtoul, professeur, même question, quelle est votre lecture à chaud des perspectives avancées dans ce rapport ? Bon, le rapport d'avril 2023 du Fonds monétaire international que j'ai étudié avec attention, il est structuré en 4 chapitres. Le chapitre 1, perspective et politique mondiale. Le chapitre 2, le taux d'intérêt naturel, facteur déterminant et implication pour les politiques publiques. Le chapitre 3, retour à la réalité face à l'envolée de la dette publique. Et enfin, le chapitre 4, fragmentation géopolitique et investissement direct étranger. Selon ce rapport, les perspectives sont incertaines dans un contexte caractérisé par les perturbations du secteur financier. N'oublions pas les faillites des banques américaines, la faillite du Crédit Suisse, les scandales fiscaux qui ont touché effectivement
certaines banques françaises avec des répercussions internationales, et l'héritage de 3 années de pandémie de coronavirus. Sous l'effet des perturbations des chaînes d'approvisionnement et de l'accentuation des tensions géopolitiques, les risques ainsi que les éventuels bienfaits et désavantages de la fragmentation, selon ce rapport géoéconomique, se retrouvent au cœur des débats de toutes les nations, avec effectivement une inflation globale mondiale qui devrait se situer qui s'est située à 8,7% en 2022. Il est prévu 7% en 2023, mais la maîtrise de l'inflation ne devrait pas revenir à son niveau avant 2025, tout en n'oubliant pas le montant total de la dette mondiale publique et privée qui est estimé en 2022 à environ 300 000 milliards de dollars, ce qui représente 350% du PIB mondial contre 226 000 en 2020, un peu moins de la moitié par les dettes de l'État. Pour répondre directement à votre question, d'après les prévisions de référence, comme vous l'avez signalé au début, la croissance devrait ralentir de 3-4% en 2022 à 2,8% en 2023, avant de se établir à 3,0% en 2024. Les pays avancés ont eu 2,7% de taux de croissance en 2022 et une prévision de 1,3% en 2023. Bon, un exemple, les USA, 3-4% en 2022 et 2,8% en 2023. La zone euro, 3-5% en 2022 et 0,8% en 2023. Avec les deux locomotives de l'Europe, 1,8% en 2022. Et un élément très très important, pour la première fois, une croissance négative de 0,1% pour l'Allemagne et la France qui s'en tire un peu mieux, 2,6% en 2022 et 0,7% pour en 2023. Pour les pays émergents et pays à revenus intermédiaires, nous avons effectivement une croissance de 3,9% en 2022, mais qui devrait descendre à s'accélérer à 5,0% en 2023. Bon, pour la Chine, elle a 3,0% en 2022 et aurait 5,2% en 2023. Hein. Encore que bien loin des fameux 8% que la croissance est relativement faible par rapport effectivement au taux de croissance précédent. Oui. Bon, effectivement, pour certains pays clés comme l'Inde, qui tire aussi la croissance de l'économie mondiale, elle était de presque 7% en 2022 et elle s'abaisse à 52% en 2023. La Russie, 2,1% en 2022 et 0,7% en 2023. Le Brésil, qui est un élément très important des pays émergents du BRIC avec la Chine, avait 2,9% en 2022 et 0,9% en 2023. Et le Mexique, 3,1%. Pour terminer, les pays africains, nous avons le Nigeria, 3,3% en 2022 et 3,2% en 2023. L'Afrique du Sud, 2,0% en 2022 et 0,1% en 2023. L'Algérie s'en tire relativement bien par rapport à certains indicateurs globaux, puisqu'il était prévu 3,7% en 2022 et 2,6% en 2023. Cette croissance relativement bonne par rapport à bon nombre, comme je l'ai dit, de pays développés, s'explique par la réduction moyenne du cours du pétrole estimé en 2023 à 80-85 $ le baril contre 106 $ en 2022 et 72 $ en 2021 et 12 $ pour le gaz, le million de BTU contre 15-16 $ en 2022 et 5-6 $ en 2021. Mais qui est soutenu par la haute croissance des prix des produits dérivés, en n'oubliant pas presque le doublement de prix des engrais. Très bien. Et pour le mois de mars, si cette hypothèse se vérifie, d'après mes calculs, la recette de Sonatrach devrait se situer entre 50-55 milliards de dollars pour 2023 contre 60 milliards de dollars pour 2022. Très bien, merci professeur pour cette avalanche de chiffres. Nazim Sini, alors le FMI invoque une série de facteurs macroéconomiques ayant mené à ces perspectives, avec à leur tête, comme je le disais lors de mon introduction, l'amplification des tensions sur le secteur financier. Et le professeur Mebtoul vient également de le rappeler. C'est rare que le FMI, justement, Nazim Sini,
et justement recours à de tels facteurs pour expliquer la nature de ces perspectives. Je veux bien parler des facteurs financiers. Oui, tout à fait. Parce que vous vous souvenez très bien, on a subi ces dernières semaines, les marchés financiers ont subi une déconvenue sans précédent et qui faisait rappeler un peu le cauchemar que nous avons vécu en 2008. Donc avec la faillite de l'ASVB Bank. Et surtout, je voudrais juste apporter une petite correction à mon camarade M. Meptoul. Le Crédit Suisse n'a pas fait faillite. Il a été racheté par UBS. Par UBS parce que justement… Après avoir accusé d'énormes pertes, faut-il encore le rappeler. Exactement. Oui. Donc par prudence, la Réserve fédérale helvétique a décidé et à la limite forcé le rachat de Crédit Suisse. Mais aujourd'hui, si vous voulez, les deux principaux indicateurs qui expliquent ces incertitudes et aussi ce ralentissement de la croissance, ils sont essentiellement deux. C'est l'inflation, comme je l'ai dit, qui a démarré déjà en 2022. Je tiens à rappeler tout de même que les prix des matières premières, pétrole et gaz, se sont installés pendant pratiquement un an au-dessus de la barre des $100, surtout pour le pétrole, pour le brut. Et vous savez très bien que la plupart des pays industrialisés, États-Unis à part, sont importateurs et consommateurs de produits pétroliers et gaziers. Donc ça a impacté non seulement les marges des entreprises, mais aussi les biens de consommation qu'achetaient les ménages. Et un des moteurs principaux, qui est de la croissance mondiale, surtout dans les pays industrialisés, c'est la consommation. Donc du moment que vous imputez la consommation, vous impactez forcément la croissance de ces pays-là. Aussi, il faut rappeler donc le deuxième mécanisme, le deuxième indicateur qui a bouleversé les prévisions de croissance, c'est la hausse subite des taux directeurs qui a impacté non seulement les banques de refinancement, mais aussi les banques de retail. Aujourd'hui, je tiens juste à vous rappeler que le marché immobilier, par exemple en Europe, est complètement à l'arrêt. Oui, c'est-à-dire après avoir stagné pendant de longs mois. Tout à fait. Et vous savez très bien que l'immobilier en économie sert de thermomètre. Exactement. En finance et en économie. Donc c'est pour ça que c'est très important. En fait, il y a comme une sorte de cercle vicieux qui est en train de s'installer et pour lequel le FMI on sent une sorte d'impuissance ou une sorte de fatalité en disant aujourd'hui, il y a une incertitude sur cette année 2023, il y a des facteurs exogènes sur lesquels nous n'avons pas la main, mais le FMI exhorte dans son rapport à ce que les pays revoient certaines positions et moi je fais le pari que vous allez voir peut-être que certaines banques centrales et à leur tête la Réserve fédérale vont peut-être aplanir leur hausse ou ralentir leur hausse des taux directeurs. Mettre le pied sur le frein ou… Tout à fait, exactement, parce qu'en fait, il y a une sorte d'effet pervers. Eux veulent combattre l'inflation, ils augmentent les taux directeurs, sauf que ce n'est pas la bonne réponse face à l'inflation. L'inflation que nous subissons, elle n'est pas liée à la masse monétaire. Oui, c'est un cercle vicieux qui s'installe justement à cause de la politique pratiquée actuellement, la politique anti-inflationniste pratiquée par les banques centrales. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, si ces deux facteurs ne sont pas maîtrisés, que sont l'inflation et la hausse des taux directeurs, on risque d'avoir une sorte d'année 2023, comme je l'appelle, une année blanche. Très bien, Nazim Sini, merci pour ces détails également. Alors, les pays avancés, professeur Meptoul, devraient connaître un ralentissement particulièrement marqué de leur activité économique. Vous avez rappelé les chiffres, avec un taux de croissance chutant de 2,7% en 2022 à 1,3% en 2023. Je rappelle juste les chiffres pour les États-Unis, 1,6% en 2023. Alors la zone euro passe carrément sous la barre des 1% avec 0,8%. Ce n'est pas pour rassurer l'économie mondiale tout cela, professeur. Bon, effectivement, vous savez que on le voit à travers toutes les tensions dans tous les pays, c'est que le taux d'emploi est fonction de la croissance et des structures des taux de productivité. Encore qu'il faille, il n'y a pas d'analyse stricte entre les taux de croissance et la répartition du revenu. On peut avoir un taux de croissance élevé, mais avec des disparités sociales très très importantes. Oui. Toujours est-il, c'est que ce rapport de projection de croissance par région de l'économie mondiale montre effectivement que certains pays émergents s'en tirent beaucoup mieux que les pays développés. Mais n'oublions pas
que le taux de croissance se calcule par rapport à une période donnée. Oui. Par exemple, un taux de croissance de 6% par rapport à un taux de croissance de 0 donne une signification limitée. Bon, il faut relativer. Entre éléments, il faut tenir compte aussi de la population, parce qu'il faut diviser le produit intérieur brut par la population. La Chine et l'Inde ont 1,4 milliard d'habitants. Les États-Unis, 320 millions d'habitants. Regardez, le PIB en 2022 des USA a été de 24 796 milliards de dollars. La Chine, 18 460 milliards de dollars, représentant 72% du PIB des BRICS. Hein. Oui. Et Oui. l'Europe, 17 180 milliards de dollars, y compris la Grande-Bretagne. C'est effectivement, ces trois espaces accaparent plus de 60% du PIB mondial qui est estimé fin 2022 à 100 milliards de dollars. Et si on prend juste les USA et l'Europe pour moins d'1 milliard d'habitants, ils ont plus de 40% de la richesse mondiale. Bon, effectivement, je prends un autre élément très très important qui nous intéresse et qui interpelle notre continent, c'est l'Afrique. Exactement. Dont le taux d'intégration ne dépasse pas 11-12%. Elle a un PIB, effectivement, fin 2022 de 2 980 milliards de dollars. Professeur, permettez-moi de rappeler le chiffre. Les bienfaits de la zone de libre-échange ont un effet à 4 600 milliards de dollars, mais c'est un PIB qui est inférieur à celui de l'Allemagne, qui est de 3 867 milliards de dollars fin 2022. Donc, lorsqu'on analyse les indicateurs, il faut les replacer dans leur contexte. Oui. Moi, je n'ai pas une vision totalement pessimiste de l'évolution de l'économie mondiale. Certes, il y a une décroissance pour des raisons à la fois externes et géopolitiques, effectivement, à des politiques effectivement internes. Mais le grand problème qui se pose, c'est la nouvelle recomposition du système économique mondial, avec l'arrivée notamment des BRICS, dont la prochaine réunion se tiendra en été en Afrique du Sud. Et là, je salue la position responsable de l'Algérie, dont le président de la République a dit qu'on n'était pas encore prêt, on ne sera qu'observateur, puisqu'on a un PIB de 190 milliards de dollars fin 2022, et en espérant, grâce aux réformes, doubler ou tripler notre PIB pour devenir un acteur effectivement positif au niveau de cette institution. Donc, on devrait revoir aussi la nouvelle reconfiguration de la croissance de l'économie mondiale, qui reposera sur la transition numérique, sur la transition énergétique, sur les industries écologiques qui créeront de plus en plus de valeur ajoutée et d'emplois. Donc il faut revoir ça dans une profonde effectivité, replacer dans le cadre de la nouvelle transformation de l'économie mondiale. Et c'est tout à fait normal que dans une période de transition d'un système donné à un autre système, le taux de croissance, effectivement, soit relativement beaucoup plus faible. Voilà un peu Très bien, professeur. Très bien. Mon analyse. Très bien, merci, professeur. Alors, Nazim Sini, j'aimerais quand même insister sur la zone euro. Je le rappelle, 0,8% de prévision de croissance pour le FMI en 2023. C'est effrayant, c'est le moins que l'on puisse dire, Nazim Sini. Bah oui, totalement, surtout quand vous savez que dans cette zone euro, vous avez des pays comme l'Allemagne, comme l'Autriche, comme la France, qui ont toujours été des locomotives en zone euro. Mais pour l'année 2023, paradoxalement, les mauvais élèves d'il y a 10 ans vont tirer la croissance de 2023, que sont l'Espagne et l'Italie. Oui. Pourquoi ? L'Espagne est en train de repartir sur les chapeaux de roue, avec notamment vous savez que l'Espagne vit principalement du tourisme et de son industrie. Secteur des services, oui. Tout à fait. Le secteur, c'est une économie très tertiarisée. Ouais. Et le secteur des services repart en Espagne et en Italie. Alors l'Italie, ce qui est intéressant, c'est que c'est une économie avec un tissu de PME extrêmement important, très exportateur et qui est aussi en train de repartir sur les chapeaux de roue. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une Europe à deux vitesses entre les pays du Nord, les pays donc d'Europe du Nord
qui ont une croissance plus ou moins stable, et puis ceux d'Europe du Sud qui vont être un peu les mauvais élèves. Quand je dis Europe du Sud, c'est-à-dire principalement, je vise la France, qui en plus est pénalisée par des grèves successives depuis cette fameuse réforme des retraites. Oui. Mais aujourd'hui, Christine Lagarde, qui est la présidente de la BCE, avec Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, doivent se réunir incessamment sous peu pour mettre en place un plan de relance et surtout une politique un peu plus offensive pour faire repartir la croissance dans la zone euro et surtout essayer d'accompagner les entreprises pour repartir et regagner des points de croissance, surtout à l'exportation. Puisqu'il faut savoir que les entreprises européennes sont en train de perdre des parts de marché face aux entreprises notamment asiatiques et celles notamment du Moyen-Orient. Mais c'est effrayant parce que vous aviez autrefois deux locomotives dans l'économie mondiale qui étaient l'Europe et les États-Unis. Depuis ces 15 dernières années, on voit l'avènement de la Chine et notamment des BRICS. Et je peux vous dire que si l'Europe ne se met pas en ordre de marche, parce qu'il y a aussi des disparités politiques, vous en doutez bien, notamment la guerre en Ukraine qui a fracturé et fragmenté l'ensemble des pays des 27. Oui. Il y a aussi le Brexit qui a eu malgré tout un impact. On n'en parle pas souvent, on n'a pas suffisamment de recul. On en a parlé sur Al24 News, vous étiez avec nous. Exactement. Je veux dire, vous êtes un des rares médias qui a parlé de l'impact du retrait de l'Angleterre, des Britanniques de la zone euro, parce qu'ils avaient quand même aussi tout leur poids économique en Europe. Et aujourd'hui, force est de constater que c'est un continent qui est vieillissant, c'est un continent qui fait face à une crise de démocratie, c'est un continent aussi qui a du mal à se mettre en ordre de marche, notamment sur des questions internationales. Et effectivement, cela se traduit par des retombées politiques. On le voit, la montée du populisme et la montée de certains extrêmes dans les élections. Et surtout, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que les perspectives de croissance ne sont pas réluisantes pour les 3 ou 4 prochaines années. Donc maintenant, il y a le Green Deal, ce fameux Green Deal, qui est censé être un plan de relance de transition énergétique et écologique de près de 300 milliards d'euros. On va voir s'il va être mis en place. Surtout, est-ce qu'il va y avoir un effet de ruissellement? Est-ce que les entreprises et les PME, les TPE, celles qui en ont le plus besoin... On est plutôt porté sur la réflexion que ce Green Deal viendra justement pour contrecarrer un autre deal du même acabit aux États-Unis. Oui, le fameux Injection Act. Exactement. Donc maintenant, pour moi, le véritable enjeu pour l'Europe, c'est de redevenir attractive. Aujourd'hui, l'Europe perd plus d'industrie qu'elle n'en gagne, ce qui n'est pas le cas des États-Unis, par exemple. Donc c'est pour ça que l'Europe doit faire un véritable effort en matière de compétitivité, elle doit encore améliorer ses gains de productivité et surtout, elle a encore un coût du travail qui reste très élevé, surtout en Europe occidentale. Je mets à part l'Europe de l'Est, mais même, j'allais vous dire, même en Europe de l'Est, aujourd'hui, les coûts du travail explosent, notamment en Roumanie, en Bulgarie, ce qui fait que, et je rejoins M. Meptoul, des pays comme l'Algérie ou comme l'Afrique peuvent tirer leur épingle du jeu en devenant l'antichambre de l'industrie européenne. Très bien, merci Nazim Sini. Professeur Meptoul, très rapidement s'il vous plaît, nous n'avons que 2 petites minutes à vous accorder. Un mot sur l'Algérie justement par rapport à ces perspectives de croissance en 2023. Où va se situer les perspectives par rapport à l'Algérie d'un point de vue économie interne, mais également d'un point de vue d'attractivité des IDE, comme vous l'avez rappelé, qui est le dernier chapitre du rapport du FMI. Bon, l'Algérie, effectivement, a des indicateurs financiers relativement positifs. Le président de la République a donné le dernier chiffre fin février, 63 milliards $ de réserves de change. La balance commerciale a eu un excédent de 20 milliards de dollars pour fin 2022. Les indicateurs, effectivement, financiers sont rouges, mais n'oublions pas que c'est grâce effectivement aux recettes des hydrocarbures. L'Algérie est considérée par la majorité des pays, que ce soit la Russie, les États-Unis, la Chine, l'Europe, comme un acteur stratégique de la stabilité de la région méditerranéenne et africaine. Elle peut jouer un rôle pivot, effectivement, et a toutes les potentialités pour avoir une croissance positive, sous réserve, effectivement, de l'approfondissement des réformes, parce qu'au XXIe siècle, les deux fondamentaux du XXIe siècle, du développement, sont la valorisation du savoir et la bonne gouvernance. Excellent, professeur. Merci infiniment, professeur. Merci
infiniment à vous, Abdelrahman Mebtoul, Nazim Sini, d'avoir été nos invités encore une fois sur Eco Hebdo. Merci pour vos analyses. Mesdames, Messieurs, c'est la fin d'Eco Hebdo. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Excellente suite des programmes sur Al24 News.